Des opinions différentes. L'actualité décortiquée, commentée. Savoir et comprendre, Cube. Alors, des fois que vous me demanderiez, coudonc, je suis où, moi? Vous êtes au 99.5 FM Cube Radio. C'est l'émission d'Isabelle Maréchal qui est en congé. Je m'appelle Marc Boilard. Je suis chroniqueur avec Sophie Durocher chaque mercredi en passant. Peut-être vous n'étiez pas au courant. À 14h45, on parle beaucoup médias, arts, spectacles, Sophie et moi. C'est super intéressant. Et là, on va avoir une discussion. Je vais donc être le gérant de la discussion en question, un débat sur un dossier qui est apparu dans la presse cette semaine, qui disait, dans le fond, ce qu'on appelle l'État-providence, donc le gouvernement qui s'occupe d'un paquet de choses. Et je voulais avoir deux personnes qui étaient positionnées déjà plus à droite et plus à gauche pour dire qu'est-ce qu'ils pensent de l'état actuel de la fonction publique, du gouvernement. Est-ce que le gouvernement en fait trop? Alors, d'un côté, j'ai Françoise David, qui est la... Écoute, Françoise David, vous êtes, si je me trompe pas, vous avez inventé Québec solidaire avec Amir Kadir. Oui, en fait, on était quand même 1000 dans la salle, mais disons qu'Amir et moi, on a joué un rôle dans la fondation de ce parti-là, oui. Bon, et vous étiez les co-porte-parole à ce moment-là, et oui, vous étiez aussi l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec. Exact. Très, très content de vous recevoir, Françoise. Et de l'autre côté, merci. Éric Duhem, que je connais bien, on a fait de la radio ensemble un an de temps à Québec. Éric, ça fait quand même quelques mois qu'on s'était parlé, donc c'est le fun de te voir. Bonjour Marc. Bon, merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Je suis ravi. Moi, je veux commencer avec vous, Françoise. C'est quoi votre position globale par rapport à la place de l'État dans le modèle québécois? Juste qu'on commence avec, pour savoir exactement vous vous situez où, puis plus tard, je verrai si il y a des choses qui, à votre avis, doivent être modifiées ou si c'est le old school qui devrait être gardé en position. D'accord. D'abord, moi, je réfute le terme d'État-providence. C'est vieux, ça. C'est un peu mon âge, mettons. On en parlait beaucoup de l'État-providence là, dans les années 60, 70, mais dès les années 80, on a commencé à faire beaucoup de coupes dans les services que l'État offre. Moi, je dirais qu'au Québec, on a un État interventionniste. Oui, on a un État, et ça, je pense que c'est voulu par à peu près tous les citoyens, toutes les citoyennes, là, un État qui s'occupe de santé, d'éducation, de services sociaux, un État qui tente de prendre soin des personnes les plus appauvries, pas sûr qu'on y réussit tellement bien, un État qui va intervenir sur des questions comme l'environnement, par exemple, parce que maintenant, c'est devenu quelque chose qui nous concerne tous et toutes. Hein? Donc, oui, je pense qu'au Québec, globalement, je dirais, là, je dis pas tout le monde, là, mais majoritairement, on veut un État, c'est-à-dire qu'on veut que nos gouvernements, les gens qu'on élit là, à chaque 4 ans, oui, s'occupent de nous. Pas fassent tout à notre place, ça, on pourra en discuter, mais s'occupent de nous dans ces missions essentielles. Là. Quand on voit dans la presse, Françoise, que ça craque de partout, c'est dur de blablabla. C'est quoi votre lecture de ça? Est-ce qu'effectivement, vous pensez que ça craque de partout parce que les moyens sont pas suffisants ou ça craque de partout parce qu'on peut plus demander autant aux contribuables aujourd'hui qu'à peut-être à une ancienne époque? Regardez, je vais peut-être être un peu sévère, mais pour le plaisir de la discussion, oui. J'ai lu le dossier de la presse. Bon, quand je vois M. Barrette, par exemple, qualifier le maintien à domicile de petite Cosette en faisant la cuisine, là, je pense que c'était pas le bon interlocuteur pour nous dire à quel point on a besoin de services de maintien à domicile parce que voilà une solution intelligente et bien appréciée des aînés dont je fais maintenant partie pour rester à la maison plutôt justement que d'aller occuper une place, par exemple en CHSLD, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Donc, je pense qu'il faut faire très attention dans les critiques qu'on fait. D'abord, il faut qu'elles soient un peu documentées. Et puis, après, il faut se demander, mais si on faisait pas ça, si on s'en occupait pas des enfants en difficulté dans les écoles, par exemple, comme autrefois, dans ma génération, là, tous ces diagnostics qu'on a aujourd'hui, le personnel qui vient en soutien aux professeurs, ça n'existait même pas. Non. Mais on a laissé des enfants de côté. Moi, il n'y a rien de plus beau que j'ai vu dans ma vie que des jeunes de cégep à qui j'ai donné des conférences, là, qui étaient des jeunes autistes.
et qui réussissaient à passer à travers leur cégep. Mais ça, c'est grâce à des programmes mis sur pied par les cégeps. Avec quel argent? Celui de l'État québécois. Oui. L'argent de l'État québécois, ben, c'est le nôtre. Alors moi, je me réjouis de ça. Après, on pourra se parler de ce qui marche pas parce que, bien sûr, tout ne fonctionne pas bien. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec. Éric, tu as une tendance assez avouée qu'on appelle libertarienne. Alors, pour être précis, les gens pensent que libertarien, c'est la loi de la jungle, puis tout le monde, c'est pas ça. Quand on est de tendance libertarienne, tu me dis si je me trompe, c'est qu'on veut que le gouvernement s'occupe de ce qui est prévu dans la Constitution et pas plus. Qu'il ne soit pas tout le temps en train de se mêler partout. Donc, à la lumière de ça, qu'est-ce que vous répondez, Éric, par rapport à ce que Françoise David vient de nous dire? Ben, d'abord, la définition est correcte. Là, dans le fond, c'est que l'État se mêle de ses affaires, puis il essaie pas d'en faire trop. Puis il y a des affaires là-dessus que même Mme David va être d'accord avec moi. Là. Si je pense aux subventions aux entreprises, je pense que même Québec solidaire trouve qu'au Québec, on en fait beaucoup trop. Là, je suis pas sûr que et ils seraient d'accord, eux, avec les subventions de milliards au Nordvolt de ce monde. Là. Je pense pas que c'est la mission de l'État, d'abord et avant tout. Deuxièmement, il faut le dire, là, on vit en Amérique du Nord, qu'on aime ça ou non, on a la réalité de notre géographie. On est déjà l'État le plus taxé, le plus imposé du continent. On peut plus demander aux contribuables de serrer la ceinture. Il faut que ce soit l'État qui se serre la ceinture. Parce que l'ensemble des contribuables qui nous écoutent là, réalisent de plus en plus qu'ils en ont pas pour leur argent. Quand on compare la qualité des services publics qu'on obtient en échange du pourcentage de nos revenus qui s'en vont en taxes et en impôts de toutes sortes, que ça arrête pas d'augmenter puis que la qualité des services publics ne suit pas, ben il faut se dire on n'en a pas pour notre argent. Puis quand on se compare, c'est encore plus vrai. Puis c'est pas, Mme David a raison, là, l'État veut aider, puis bon, on appelle plus ça l'État-providence, là, moi j'appellerais ça le gouvernement, là, mais puis il y a des États, on s'est beaucoup inspiré historiquement des pays scandinaves, hein, les modèles suédois et autres. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, en 2025 au Québec, c'est comment la Suède a évolué depuis les années 70, parce que j'ai souvent l'impression au Québec qu'on idolâtre du côté de la gauche puis des syndicats le modèle scandinave des années 70, mais qui regardent pas ce qui s'est passé puis comment ils ont bonifié le système au cours des 40, 50 dernières années, puis comment ça se fait qu'aujourd'hui en Suède, ben dans le domaine de santé, oui, on a une assurance universelle pour s'assurer que tout le monde, même les plus pauvres, ait accès aux soins, mais on a aussi de la concurrence avec un secteur privé très présent pour s'assurer d'avoir des meilleurs soins au meilleur coût. Puis le rôle de l'État, c'est d'être d'abord et avant tout un assureur, pas nécessairement celui qui fournit les soins. Ça, c'est un exemple. L'autre élément aussi que je veux souligner, c'est l'endettement public. Le Québec, cette année, et le Canada enregistrent les pires déficits de notre histoire. Jamais on a eu des déficits aussi élevés. On a une génération qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents pour la première fois depuis que nos ancêtres sont arrivés en Amérique du Nord. Pour moi, l'équité entre les générations, c'est important. Puis c'est pas vrai qu'on va abandonner la prochaine génération. Et c'est ce qui est en train de se produire malheureusement avec notre modèle. On est en train de pelleter sur les épaules de d'autres le fardeau trop élevé des coûts du système actuel. Et ça prend une solution. On peut pas laisser le gouvernement continuer à enregistrer les pires déficits de l'histoire du Québec année après année après année. Françoise David, c'est assez classique ce que Éric dit. C'est d'un côté, on peut dire ah mon Dieu, c'est le gros bon sens, etc. Puis ça fait du sens. Mais il reste qu'on entend ça. Un petit peu la petite musique qui revient tout le temps. Qu'est-ce que vous répondez à ce qu'Éric dit, règle générale par rapport au rôle du gouvernement versus la capacité de payer pour ces services-là par le contribuable? Regardez, il y a une chose où on va probablement être... Il y a un point sur lequel on va probablement être d'accord, Éric Duhem et moi, c'est que il y aurait du ménage à faire, effectivement. Et Luc Godbout, qui est bien meilleur que moi, qui est un fiscaliste de l'Université de Sherbrooke, a proposé en novembre dernier au gouvernement du Québec de faire le ménage dans des centaines, je savais même pas que ça existait, moi, des centaines de crédits d'impôt donnés aux entreprises, mais aussi aux particuliers et aux familles. Ce que Luc Godbout dit, c'est il y a des crédits d'impôt remplis de bonne volonté. Là, on veut venir en aide aux familles. Tu sais, bon, qui est contre la tarte aux pommes? Oui, mais il y a probablement des familles à très haut revenu qui en ont absolument pas besoin puis qui verront pas la différence dans leur revenu annuel entre avoir un crédit de 200 $, je sais pas, moi je dis ça comme ça, là, ou ne pas en avoir. Bon, les subventions aux entreprises, ça fait très longtemps que je me pose des questions là-dessus. Attention, toute femme de gauche que je suis pas nécessairement opposé à 100% des subventions aux entreprises. Je dis simplement, il faudrait regarder ça d'un peu plus près. Monsieur Duhem parle de déficit important au Québec. Oui,
Il y a des raisons à ça, là. C'est pas seulement les services publics. Il y a eu des baisses d'impôts pendant et après la pandémie. Ces baisses d'impôts-là ont été une sorte de surprise. Il y avait personne qui était monté au front pour les demander. Ça a fait perdre énormément d'argent à l'État. Et je pense aussi aux 700 millions à Norvolt. Je sais pas si cette usine-là verra un jour le jour, s'il y aura des résultats, mais pour le moment, il se passe rien du tout. Alors oui, qu'il y ait du ménage là-dedans, moi, je veux bien. Mais cela dit, là, c'est parce que rien n'est simple. Puis moi, je veux surtout pas dire il y a des solutions simples. Moi, le fond de ma pensée, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on élit des gens, là, qui nous disent, avec l'argent que vous nous donnez, que je donne, que vous donnez, là, on va s'occuper d'instruire tous les enfants de façon égalitaire. On va s'occuper de soigner les gens. On va s'occuper des services de garde. C'est tellement important pour que les femmes puissent aller travailler puis que les enfants soient bien pris en charge. On va s'occuper des aînés. Tu sais, jusque-là, moi, j'ai l'impression que personne ne trouve rien à redire. Est-ce qu'il y aurait des améliorations à apporter sur la façon de le faire? Sans doute. Moi, je suis pas certaine du tout que de centraliser tous les pouvoirs à Québec est une si bonne idée. Je veux rappeler qu'en Suède, parce que oui, je l'ai déjà analysé, la Suède, ça fait pas si longtemps, tout est très décentralisé par rapport à la santé, par exemple, là. C'est géré à l'échelle des municipalités et des régions proches des gens. Donc, on connaît les besoins des gens. Moi, cette centralisation à outrance, qui est beaucoup sur le modèle des multinationales, je n'y crois absolument pas. Je veux bien laisser la chance, aux coureurs, mais je n'y crois pas. Et je termine en disant que, oui, l'endettement public, mais en même temps, l'État du Québec est quand même un État bien positionné. Notre rapport dette-PIB est tout à fait correct encore. Et si on veut parler de legs aux générations futures, ben là, on va se parler d'environnement. Parce que pour moi, qui ai des petits-enfants, ce qui m'inquiète le plus, je vais être honnête avec vous, c'est les changements climatiques et c'est qu'est-ce que je laisse à ma petite fille de 8 ans, là. Qui vit aux Îles-de-la-Madeleine et qui voit l'érosion des berges à tous les jours. Qu'est-ce qu'on laisse à ces enfants-là quand on décide de pas s'en occuper du changement climatique? Mais d'abord, l'environnement est un prétexte qui est utilisé beaucoup par les gouvernements pour justifier encore plus d'interventions, plus de taxes. Faudrait juste être prudent là-dessus. Là. Le Québec, d'abord et avant tout, s'est développé en exploitant nos ressources naturelles. Hein. C'est comme ça que le Québec s'est enrichi, c'est comme ça que des régions au complet se sont développées. Puis aujourd'hui, on met des bâtons dans les roues à ces gens-là. Puis hier, c'est drôle parce que cette semaine, là, j'ai été justement en tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais avec les dirigeants de Rio Tinto à Arvida mercredi dernier. Qui m'expliquait que pour produire une tonne d'aluminium, on en parle beaucoup présentement à cause des tarifs, évidemment, qui vont peut-être se voir le jour là, dans 2-3 semaines, mais produire une tonne d'aluminium au Québec, là, en termes d'environnement, ça pollue pour des gaz à effet de serre 7 à 8 fois moins que sont les produits en Chine ou ailleurs en Afrique, là. Donc, on a déjà des normes environnementales supérieures aux autres, puis on a des gouvernements qui disent c'est pas encore assez, il faut mettre un fardeau encore plus élevé sur ces entreprises-là, ce qui fait qu'on devient de moins en moins concurrentiel, on développe de moins en moins nos industries. La même chose est vraie avec l'exploitation de nos hydrocarbures. On a la chance au Québec d'avoir une des réserves les plus importantes au monde non exploitées de gaz naturel, puis on dit non, on importe à 100% notre gaz naturel qui arrive ou qui transite à 100% par les États-Unis, puis aujourd'hui, on est otage de Donald Trump dans sa campagne de chantage contre nous. Un moment donné, il faut arrêter de faire dans l'angélisme, faut arrêter d'écouter les environnementalistes qui crient la panique. Là. La réalité, c'est qu'on est en train d'appauvrir leur politique. Là, c'est des politiques d'appauvrissement du Québec, puis que ça fait juste déplacer la pollution ailleurs sur la planète, mais ça ne fait qu'appauvrir aussi au total l'ensemble des Québécois. Puis si on veut enrichir le Québec, il va falloir retrouver une façon d'être autonome en matière énergétique. Mais ça, je l'entends bien, Éric Duhem, mais en même temps, quand Françoise David parle d'environnement, est-ce que tu penses qu'on peut juste relancer en disant « Ouais, mais l'économie », ce combat-là, là, il est tranché où avec le Parti conservateur du Québec? Là, ça s'arrête pas aux frontières du Québec. Là. Si le Québec fait de l'aluminium qui est plus, entre guillemets, vert, dans le sens où on produit 7 à 8 fois moins de gaz à effet de serre que s'il était produit en Chine, ben tant mieux. Si le Québec exploitait son gaz naturel, puis qu'on le liquéfiait, puis qu'on avait dit oui à GNL Québec, au Saguenay, puis qu'on envoyait des bateaux aujourd'hui en Allemagne, on remplacerait des centrales au charbon qui produiraient 60% moins de gaz à
effet de serre. Le Québec aura un apport positif à l'environnement en exploitant nos ressources. Moi, je pense qu'il y a moyen d'aménager les deux, c'est-à-dire de faire notre part pour l'environnement, mais aussi d'exploiter de façon responsable nos ressources. Ça fait-tu du sens, ça, Françoise David, d'après vous? Est-ce qu'on peut avoir le chèvre et le chou en environnement ou... Ben, je pense qu'il va falloir prendre des décisions, puis je le comprends très bien que ces décisions-là, elles sont pas faciles, là. D'abord, moi, même quand j'étais député ou avant ou après, j'ai jamais dit un mot contre Rio Tinto, alors que l'on fabrique au Québec de l'aluminium ne me pose pas de problème. Mais oui, je me suis prononcé clairement à l'époque, là, contre le gaz de schiste, hein. On voulait creuser des dizaines et des dizaines de puits partout au Québec, mais j'étais pas la seule à dire non. Il y avait pas mal de monde qui disait non aussi, en particulier dans les régions concernées. Et pour moi, c'est non au développement tous azimuts du gaz naturel et puis le passage du pétrole. Je sais que là, en ce moment, dans un sondage, les Québécois ont dit, ben oui, peut-être, oui, mais là, on est tous un peu paniqués à cause de Donald Trump. Moi, je pense que quand on refera ce débat, puis je suis prête à le faire, puis il faut les faire, ça, il n'y a pas de problème, on va redécouvrir qu'il y a plein d'obstacles à, à les puiser là, dans les hydrocarbures. Ça ne veut pas dire de ne pas être autonome au Québec en matière d'énergie. Moi, ça, là-dessus, je suis tout à fait d'accord qu'on soit le plus autonome possible. On a heureusement, parce que dans le fond, c'est pas de notre faute, là, mais on a l'hydroélectricité qui, chez nous, joue un rôle très important. On est loin d'avoir fini de développer l'éolien et le solaire. Je pense que là, il y a comme une volonté d'aller plus loin. Alors, regardons de tous les côtés possibles avant de dire on va utiliser des ressources là qui sont très, très polluantes. Puis moi, je vois ça, pas pour moi, parce que, bon, moi, ma date de péremption, on va tranquillement approcher, là, le moins vite possible. Ah oui, on sait pas ce qu'on veut. Mais je pense à mes 5 petits-enfants. Tu sais, je me dis, l'environnement, c'est pas juste une lubie de gens qui sont juste dans leur tête, là. C'est parce qu'on réfléchit à la suite des choses, puis aux gens qu'on aime. Puis même au Québec, on subit les effets des changements climatiques. Je vous rappellerai qu'on a eu un été de feux de forêt terrible il y a 2 ans. On a des inondations de plus en plus fréquentes à des endroits où ça s'était jamais arrivé. On a de l'érosion des berges. On a de la chaleur intense, beaucoup plus qu'avant durant l'été. Donc, on s'est peut-être cru protégé, mais on ne l'est pas du tout. Merci beaucoup, Françoise David. Éric Duhem, le mot de la fin? Ben, je veux juste dire que c'est un débat évidemment qui n'est pas fini, là, qui commence. Et je pense que pendant longtemps au Québec, on a beaucoup débattu sur la question constitutionnelle entre des oui puis des non, et on a un peu escamoté tous ces enjeux de la place de l'État dans nos vies. Et je pense qu'il va falloir qu'on y revienne, qu'on le veuille ou non. Il faut que ce débat-là prenne plus de place. Des débats comme Françoise David et moi on vient d'avoir, il va falloir qu'il y en ait davantage parce que c'est des questions qui sont fondamentales. Puis surtout avec ce qui se passe aux États-Unis présentement. Aujourd'hui, c'est Donald Trump, mais ça pourrait être aussi la Chine ou la Russie. On est dans un monde où le Canada est vulnérable à l'heure actuelle et il faut qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on est en train de décliner? Est-ce que les jeunes qui nous écoutent, là, ils n'ont plus moyen de s'acheter une maison, ils n'ont plus moyen de s'acheter un char? Cette génération-là, là, l'avenir du Québec, c'est la prochaine génération. Là, c'est pas juste la question d'environnement. Il faut que ces gens-là puissent remplir leurs mêmes rêves que ceux qu'on avait à leur époque. Et il faut qu'on leur permette d'avoir une vie meilleure parce que ça aussi, on a une question d'équité entre les générations et une question, je vous dirais, de devoir moral, de donner plus à ceux qui nous succèdent que ce qu'on a obtenu de nos parents puis de nos grands-parents. Puis ça, je pense que toutes les générations l'ont fait dans l'histoire du Québec, puis il s'apprête à y avoir une rupture, puis il faut faire quelque chose pour pas que ça se produise ou que ça soit le moins douloureux possible. Grand merci à vous deux, Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, Françoise David, qui était co-porte-parole de Québec solidaire et de la Fédération des femmes du Québec. J'ai été ravi de vous entendre. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Mme David. Au revoir. Après la pause, Alain Choquette qui est arrivé en surprise. T'as même pas booké. Hey, peux-tu prendre Alain Choquette en surprise? Amène-moi en 12 dès de même.